Bory, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, je vous en prie. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un grand banquier. Grand C'est ce banquier, qu'on je dit ne de sais vous. pas. C'est ce qu'on dit de vous. J'espère. Hein? J'espère que certains le pensent. Dans le secteur environnement et transport. Notamment. Voilà. Finalement, c'est vous qui allez vous présenter. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, on vous écoute synthétiquement, puis Très après, je passe à des synthétiquement, questions. je m'occupe de grands clients pour une banque française, donc de grands clients corporate, des groupes comme EDF, Total et d'autres. Et par ailleurs, j'ai une équipe de banquiers que je fais travailler spécifiquement sur les secteurs environnement et transport, donc c'est très large. C'est une équipe internationale, donc il y en a principalement Paris, le Middle East, l'Asie et les États-Unis. Et on essaie d'identifier les sujets un peu nouveaux sur lesquels la banque doit aller, et puis soutenir évidemment tous les métiers de la banque sur les secteurs transport environnement en apportant une expertise. Et vous avez toujours été dans la banque ou... Non. 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 J'ai un parcours de fonctionnaire. Oui. On rappellera que vous êtes polytechnicien. Oui, mais voilà, donc j'ai été vendeur d'armes, donc vendeur de paix et d'équilibre. Et puis j'ai travaillé au ministère des Finances, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel. Et par la suite, j'ai rejoint la banque d'affaires. Et j'ai fait une vingtaine d'années de M&A, enfin de fusion-acquisition principalement. Et puis depuis une dizaine d'années, je m'occupe de grands clients, comme je l'ai présenté initialement. Alors, quand vous vous réveillez le matin et que vous allez attaquer votre journée, qu'est-ce qui vous anime? Alors, ce qui m'anime, il y a plein de choses qui m'animent. Et heureusement, parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Mais oui. Donc il peut y avoir la transaction à venir qui est excitante, challenging, des gens à convaincre, en interne, en externe, parce que je considère toujours qu'il y a deux clients. Il y a les clients internes à l'institution dans laquelle on travaille, et puis les clients externes qui sont ceux qui, hopefully, un jour vont rapporter des fees et des opérations et qu'on va aider. Et donc l'exercice, on va dire, de convaincre et donc quelque part de partager ses convictions est toujours intéressant. Et puis il y a l'intérêt de retrouver aussi les équipes. Et je crois qu'à l'heure du télétravail, du travail à distance, on s'aperçoit de plus en plus de l'intérêt quand même de partager, de se retrouver, d'échanger. Comme on dit souvent, la parole précède l'action. Et donc c'est par l'échange qu'on arrive à finalement projeter de nouvelles idées et lancer de nouvelles initiatives. Et alors, dans cette vie riche que vous avez vécue, est-ce que vous avez connu cette fameuse solitude du dirigeant dont on entend beaucoup parler? Ça arrive, il y a la solitude du dirigeant face à des décisions compliquées, où on vous demande un avis, vous ne savez pas trop sur qui vous retournez, vous reposez pour avoir un éclairage. Vous avez le syndrome de la page blanche, où on vous dit on aimerait faire ceci, comment s'y prendre. Et donc en effet, c'est un moment toujours un peu délicat. Et alors qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Alors il y a plusieurs choses. Il faut avoir confiance en son imagination et à sa capacité, à son intuition. L'intuition est importante. Confiance en ses convictions. Et puis échanger, y compris avec ceux dont on pourrait se dire on ne leur a pas demandé, ce n'est pas nécessairement leur responsabilité, mais partager avec eux une partie ou la totalité des choix, des orientations qui vous ont soumis ou des questions qui vous sont posées. Je pense qu'il ne faut jamais hésiter à partager. On a toujours peur de le faire, il ne faut jamais hésiter à le faire. C'est un conseil qu'on retiendra. On va parler de leadership. Quelle est la part d'acquis et d'inné? Question hyper compliquée. Oui, c'est ce que tout le monde dit, mais les réponses sont intéressantes. Et puis ça se développe. Ouais. C'est-à-dire que je pense que le leadership, pour avoir du leadership, il faut pouvoir incarner, il faut pouvoir dégager une confiance, il faut être capable de déléguer. Et donc je pense qu'il y a une partie qui est d'énergie, d'imagination, qui est peut-être, alors qu'on pourrait appeler innée, ou en tout cas qu'on développe peut-être dans les jeunes périodes de notre existence. Et puis il y a une partie qui est la partie confiance, capacité à déléguer, qui, à mon avis, elle, peut être véritablement développée au fil du temps. Je pense que l'idée des formations, l'idée de la reconnaissance, le soutien qu'on peut avoir des uns et des autres nous aide à devenir de meilleurs leaders.
Et je pense qu'il est toujours important, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui font ça, d'identifier des personnes à haut potentiel et qui essaient quelque part de les mettre on track pour arriver à développer à la fois leur champ de compétences, je dirais donc leur champ de confiance aussi en eux-mêmes, pour leur permettre d'assumer, de moins avoir peur et ainsi de pouvoir par la suite assumer les responsabilités. Vous avez suivi des formations de ce genre vous-même? Alors, j'ai eu des formations qui sont toutes des formations un peu reconnues comme étant des formations d'excellence. Alors, au-delà de la formation elle-même, le fait qu'elle soit reconnue comme des formations d'excellence, c'est un cadeau, vous donne déjà une confiance. Vous dites, même si la personne est la même avant et après, elle a toujours le sentiment, sans doute à tort, que ce qu'elle dit a plus de poids après qu'avant. Donc, en effet, ces formations-là aident. Après, il est sûr que tout ce que les entreprises peuvent mettre en place sur être capable, on va dire, de dégager de la confiance, de s'affirmer, il y a quand même des tricks qu'on peut apprendre. Je pense que ça, c'est quelque chose de très utile. Et alors, quelle est selon vous la substance d'un bon dirigeant? Hyper compliqué. S'il y avait une recette, ce qui est sûr, c'est que un dirigeant doit à la fois être capable d'incarner, d'avoir une sorte d'exemplarité. Les gens ont envie d'être inspirants. Et en même temps, et je pense aujourd'hui encore plus qu'hier, d'être très accessible. Il faut qu'on puisse lui remonter en toute ouverture les problèmes. Il faut qu'il ait la capacité lui-même d'échanger autour de lui et d'accepter finalement d'avoir des éclairages très différents qui vont peut-être le faire changer. Il faut qu'il accepte aussi. Et je trouve que récemment, alors je ne dirai pas qui, mais un grand dirigeant d'un très grand groupe, ce que je ne prétends pas être, mais un grand dirigeant d'un très grand groupe a reconnu devant moi qu'une personne dans ses équipes avait fait des choses et avait obtenu des succès que jamais il n'aurait imaginé et avait suivi des voies qu'il désapprouvait et qu'il était obligé de reconnaître, d'admettre comme étant exceptionnelles en disant je ne le voyais pas, je ne l'avais pas vu, je ne le voyais pas, je suis moi-même le premier surpris. Alors il avait eu l'intelligence de laisser les choses se faire. Et lui-même, peut-être à certains moments, pensait que c'était par excès de faiblesse, qu'il laissait les choses se faire. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je me suis dit que c'était j'ai trouvé cette réponse assez exceptionnelle. D'une part, il reconnaissait le caractère exceptionnel de la personne dont il parlait, ce que je trouvais très positif. Mais en même temps, il acceptait lui-même de reconnaître que quels qu'aient été ses succès, il n'était pas omnipotent, omniscient, et que là-dessus, il n'avait pas vu, il s'était trompé, qu'il en acceptait le résultat, et qu'il disait il faut donc qu'on change et qu'on adapte certaines choses. On apprend de ses dirigeants et on apprend de ses salariés. Et alors, donc, quelle est la part de votre intelligence émotionnelle dans vos relations avec les gens? Est-ce que vous vous livrez, cachez, faites des pirouettes avec l'humour? Comment vous gérez Alors, je ne sais pas si elle est efficace. Je dirais qu'elle est importante. Très souvent, dans des métiers, on va dire, compliqués, on essaie de mettre en place des process, des procédures, des organisations, et elles ont évidemment un intérêt. Et très souvent, on se dit, pour améliorer finalement l'efficacité de telle ou telle société, on va beaucoup réfléchir à la structure. Et il est vrai que je pense qu'un des éléments fondamentaux du succès est justement cette intelligence personnelle, émotionnelle, de relation, d'être capable de créer de l'empathie. Alors l'empathie en tant que telle ne suffit pas. S'il n'y a pas d'intelligence, de travail, de sérieux, d'organisation derrière, elle ne suffira pas. Mais elle va être différenciante. Et je pense qu'elle va être différenciante aussi bien à l'intérieur d'une entreprise que vis-à-vis des clients, des tiers qui vont être les partenaires, les clients, en tout cas en relation avec cette entreprise. Et donc je crois qu'elle est importante. Moi, je me repose beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je considère que dans mon métier en particulier, ce qui fait le succès d'une démarche, c'est la combinaison de l'image de l'entreprise,
de la qualité du travail qui est fait, et puis du comportement individuel de chacun. Et c'est cette combinaison-là qui va permettre finalement d'être choisi ou au contraire d'être éliminé. Est-ce que vous vous écoutez, c'est-à-dire que quand vous travaillez trop, vous vous rendez compte que vous travaillez trop et vous mettez un pied sur le frein pour pas faire un burn-out, ou au contraire, ou peut-être que vous avez une extraordinaire résistance et que vous avez une grosse capacité de travail et que, voilà, on est tous, on le sait, inégaux face à l'énergie qu'on peut déployer, mais... Est-ce je m'écoute sans doute pas assez. Mais ça c'est peut-être notre éducation, mais j'ai toujours le sentiment que voilà, quand il faut, on y va et on fait, et on trouve toujours un moyen, et on essaie d'adapter sa vie finalement aux objectifs ou aux exigences. Ce qui est sûr, c'est que j'écoute et je suis sensible à comment dire, aux problèmes qu'il pourrait y avoir dans mes équipes. Et en ayant conscience que la personne n'est pas uniquement, on va dire, ne vit pas que dans un cadre professionnel, que évidemment toute sa vie extérieure a un impact, et inversement, sa vie professionnelle aura un impact. Et donc c'est un point qui est un point important et d'attention. Et donc je n'hésite pas à l'aborder. En abordant des sujets parfois délicats, qui sont des sujets de vie personnelle, de rééquilibrage, en donnant des conseils. D'accord. Alors, voilà. Généralement, ils sont bien pris. C'est toujours un moment délicat, mais je pense que c'est très utile. Alors, on va avancer dans le temps. Oui. Vous avez 90 ans. Vous êtes avec votre épouse. C'est demain, ça. Un peu plus tard. Vos enfants, vos petits-enfants. Vous regardez dans le rétroviseur. Et qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vous dire, bon ben voilà, j'avance sereinement, je suis heureux de ce que j'ai fait? Ou au contraire, j'ai peut-être des regrets, j'ai peut-être pas... Non, je pense qu'on peut combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, tiens, j'ai pris à certains moments des orientations où j'ai fait des choix parce que je n'étais pas prêt ou je n'avais pas l'éclairage que j'ai aujourd'hui, et donc j'ai commis certaines erreurs. Et puis néanmoins apprécier la vie qu'on a. Je pense que c'est important de combiner les deux choses. Je trouve qu'avoir un regard critique sur ce qu'on a pu faire est important, et qu'il faut arriver à ne pas se condamner de manière définitive, parce qu'on commet tous des erreurs. On a toujours des insatisfactions, on se dit à tel endroit j'aurais pu prendre une autre direction. Et donc ce que je trouve important et intéressant, et c'est ça peut-être l'expression être bien avec soi-même, c'est de pouvoir regarder, de voir des choix qui ont été faits, qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Puis parfois il y a des éléments aussi qui ne nous appartiennent pas totalement, qui nous sont imposés. Mais et en même temps de pouvoir être heureux et bénéficier de sa vie en se disant finalement je n'ai pas fait que on va dire que des choses absurdes ou des choses inutiles. Je pense que c'est vrai que c'est important de pouvoir se retourner en se disant j'ai fait des choses dont je suis assez fier. Voilà. Se dire tiens, ça a été quand même un élément où j'ai eu le sentiment de contribuer positivement ou d'apporter un point de vue ou en tout cas de participer à une amélioration de quelque chose de manière assez significative. Je pense que c'est important de pouvoir se dire ça. C'est même très important. Alors, on arrive à la fin de notre entretien et forcément, je vais vous poser des questions sur la parité, sur la place des femmes dans les comités de direction, COMEX, conseil d'administration des banques. Il n'y en a pas beaucoup. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Si je prends l'exemple de mon institution, on fait un effort très significatif. Il y a non seulement le respect, on va dire, des contraintes de la vie d'une femme avec les maternités, etc., pour qu'elle ne soit pas pénalisée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Et puis aussi d'identifier plus tôt des talents. Hauts potentiels pour les des hauts former potentiels, en se disant, voilà. Donc je vois en tout cas le chemin aujourd'hui qui est fait. Alors on part d'une situation qui était une situation très déséquilibrée. Je pense que progressivement, voilà, les choses s'améliorent. À titre personnel,
dans les métiers dans lesquels j'étais, vraiment, on va dire le sexe de la personne avait une importance quasiment nulle. Il y a eu une époque où c'était la capacité d'engagement, de travail, surtout dans les fusions-acquisitions, c'était quand même des métiers extrêmement chronophages. Hein. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins avec le développement des technologies, etc. Et donc la sélection se faisait là-dessus. Et donc c'est vrai que je trouve que ça pouvait mettre les femmes, à partir de, voilà, dans une tranche d'âge un peu particulière, dans une situation compliquée. Et j'ai l'impression que ça a changé. Je trouve que c'est bien. Je pense que la diversité des parcours, la diversité des personnalités apporte énormément. De la performance, c'est statistiquement prouvé dans les... Voilà, et je trouve que c'est toujours intéressant, et même parfois en discutant, l'échange avec quelqu'un de très différent de vous, l'amélioration peut ne pas venir de cette personne, elle va venir du fait que vous vous forcez à avoir un échange avec un point de vue différent, et donc ça peut même être, voilà, vous-même qui tout d'un coup allez imaginer quelque chose de nouveau, donc je trouve que c'est indispensable. Alors, il y a des femmes qui... Enfin, il y a des hommes, pardon, qui ne pensent pas comme vous. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ça? Ben, les femmes sont des hommes comme les autres, en fait. Hein. J'avoue que... Oui, il se trouve que moi, j'aime beaucoup... Il y a des sports que j'aime beaucoup, et quand je vois la détermination, l'énergie, l'engagement des grandes joueuses de tennis... Alors peut-être que la vitesse de jeu est un peu différente, mais elle est tout aussi exemplaire et j'ai envie de dire motivante et enthousiasmante que celle des hommes. Donc voilà, donc pas de débat. Voilà, j'avoue que je suis surpris. Alors là, cette fois, on arrive, Philippe, à la fin de cette interview. Et vraiment, je vous remercie d'avoir été d'abord présent, authentique, sincère. Qu'est-ce que vous ressentez après? Parce que c'est rare de Mais se je me sens livrer très comme bien, ça. on a Ça vous a fait échangé, du bien, voilà, je me sens bien. Tout va bien, vous reviendrez? Voilà, prêt à revenir, à partir travailler et prêt à revenir. Bon, vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Au revoir, Philippe.